Donc, dans l'État de New York, en février 2012, ça vient de se passer. Donc, le mois dernier, il y a eu une entente qui a été signée où tous les enseignants de l'État vont être évalués et 40% de la note, ça va être basé sur les résultats des élèves. Et là, c'est de ça qu'on parle. La réussite des élèves, toute la recherche le dit, c'est basé principalement sur des facteurs socio-économiques, revenus des parents, est-ce qu'ils sont au travail ou non, la scolarité de la mère, c'est des variables fondamentales. Par ailleurs, il y a des variables individuelles. Un élève ou l'autre, c'est pas la même chose. Et là, juger l'enseignant sur le résultat de ses élèves, ça crée toute une série d'effets pervers. Je vais y revenir. Mais c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe dans l'État de New York. 40% de l'évaluation est là-dessus. Et 60% est principalement sur l'évaluation patronale. L'enseignant doit lui-même faire la preuve de sa compétence s'il est jugé incompétent. Donc, ça repose sur lui. Et on publie les notes des enseignants. Donc, les enseignants de 0 à 99, et là, les parents, les élèves vont voir la note de leur prof. Alors, c'est un élève ou un parent qui dit « Ah, moi, mon enseignant, il vaut 85%. Ouais, lui, il vaut 65%. Ce sera pas facile cette année. » Et vous imaginez la relation de confiance qui peut se bâtir dans ce cadre-là où les enseignants sont tous notés. Sur des choses qui sont pas valables, on s'entend, la note des élèves et l'évaluation patronale, alors que l'essentiel du travail de l'enseignant, il se passe dans la classe. Il n'y a personne qui est là pour voir son travail concret. Mais c'est comme diviser pour prévenir. Exactement. C'est le mode de gestion néolibéral, c'est ça. C'est de donner le pouvoir à la direction pour pouvoir gérer son personnel et le contrôler. Alors, je résume le modèle aux États-Unis de façon plus large. On donne une formation initiale assez courte. Des fois, c'est presque un cours d'été pour devenir prof. Il y en a la moitié des enseignants qui quittent après les 5 premières années. Donc, la moitié ne sont pas capables de toffer. Et les autres, c'est la carotte et le bâton. Et là, on pense que c'est comme ça va donner de la réussite. C'est un échec. C'est un échec. C'est un des systèmes qui, pour ce qui est des réseaux publics, ça se voit bien, mais dans les tests internationaux, le système américain est vraiment un système qui est sous-performant. Le meilleur système, c'est, selon les résultats internationaux, ça serait la Finlande. La Finlande qui se distingue, entre autres, parce qu'il y a une formation initiale des enseignants très élevée. Il y a un excellent ratio maître-élève, beaucoup de services. Le salaire est considéré comme moyen, mais c'est parce que on est dans une société où les écarts de salaire sont plus faibles. Donc, le salaire des enseignants est nécessairement moyen. On se retrouve aussi avec des chefs d'établissement qui sont des enseignants syndiqués. Et l'évaluation, vous ne le verrez pas dans votre feuille, il faut que je le modifie, mais l'évaluation, c'est l'évaluation de type institutionnel. C'est-à-dire, on se met ensemble, l'école, on se met en équipe, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre travail, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour répondre aux besoins précis d'élèves précis. Et là, on regarde, cet élève-là, il a besoin de ça, il vient de là, moi, cet enseignant-là, il a besoin d'aide, l'école, on pourrait changer ça, et on décide ensemble de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Et c'est le système le plus performant là, selon les statistiques de la planète. Il n'y a pas d'instance intermédiaire? Il n'y a pas d'instance intermédiaire en Finlande et dans les pays scandinaves en général. C'est les municipalités qui gèrent les écoles, mais l'école est financée à 100% par le public. Donc c'est le public, puis c'est le ministère qui a beaucoup de responsabilités. Puis après ça, ça tombe à les municipalités qui vont gérer des choses comme les bâtisses ou autres. Donc en réalité, il y a des instances intermédiaires, ce sont les municipalités. Ce sont les municipalités qui vont jouer ce rôle-là. Ouais. Exactement. Dans le cadre d'écoles qui ont une autonomie, mais une autonomie, pas dans le sens c'est la direction qui décide tout, mais une autonomie dans le sens où c'est l'équipe ensemble qui est forte et qui décide et qui, de façon collégiale des orientations. Je reviens au Québec. Mentionner qu'au Québec, on a la nouvelle gestion publique, elle est mise en place par sédimentation. C'est-à-dire le PQ a mis une première couche en 2000 avec la loi sur l'administration publique, en 2002 avec la loi 124, Legault a modifié la LIP et a mis en place, entre autres, les plans de réussite. Et le PLQ a mis une deuxième couche avec la loi 88 et les conventions de gestion. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des contrats
que les écoles signent entre elles et le ministère pour dire oui, je vais atteindre les cibles chiffrées que tu me donnes, liées à la diplomation, au français, aux élèves en difficulté, à la violence et l'accès des jeunes à la formation professionnelle. Donc, c'est exactement la gestion publique, mais pour le modèle de gestion publique, il manque seulement 3 morceaux pour le compléter parce qu'il y a déjà les chiffres, mais il n'y a pas de contraintes. Donc, toutes les écoles ont de la pression pour atteindre des cibles chiffrées, mais ce qui manque, c'est l'abolition des commissions scolaires, plus de liberté de gestion des directions, et un système d'évaluation et de paye au mérite pour les enseignants, et donc un mécanisme contraignant de financement des écoles sur les résultats des élèves. Alors, vous voyez, en gros, ce qui manque, c'est ce que Legault et la ministre actuelle de l'Éducation proposent. Alors, vous voyez la cohérence entre ces diverses mesures-là. Ça a une cohérence, ils savent où ils vont, ils ont déjà, c'est déjà avancé et ils veulent compléter leur modèle. Qu'est-ce que les partis politiques proposent? Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée qui semble absolument fondamentale, et là je vais me référer à du travail que j'ai fait dans le cadre de mon emploi syndical. Comme conseiller, je travaille à la Fédération des syndicats de l'enseignement, et il y a 2 fiches qui ont été produites, qui sont disponibles sur le site internet et qui résument un peu. D'un côté, résument les enjeux de la gestion par résultat, et de l'autre côté, résument la situation actuelle. Pour ce qui est de la gestion par résultat, il faut mettre l'accent sur 4 effets pervers comme on voit aux États-Unis. Aux États-Unis, puis on le voit en Angleterre, on le voit en Australie, on le voit dans plusieurs pays, la gestion par résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, de plus en plus, l'enseignement est orienté par la pratique de tests. C'est plus l'élève qui demande est-ce que ça compte, c'est l'enseignant, pour la survie de son salaire et celle de son école, et la direction pour son école, se demande c'est quoi qui compte. Et là, on va juste enseigner à l'élève à passer les tests. Deuxième effet pervers, c'est la diminution du curriculum qui n'est pas matière d'évaluation. Donc, tout ce qui est en dehors de l'examen qui compte pour avoir le financement, c'est évacué. Vous imaginez tout ce que ça peut avoir comme effet sur la culture générale et le développement de l'élève. On va aussi aller vers l'exclusion des élèves, c'est-à-dire qu'on va reclasser les élèves faibles ou ayant des difficultés. On va les reclasser dans des catégories pour pas qu'ils passent dans les tests. Et enfin, c'est la tricherie. On a vu des réseaux organisés et systématiques de tricherie, entre autres en Géorgie et au Texas, où des enseignants, mais aussi des directions planifiaient soit de modifier carrément les examens, soit de dire les réponses durant les examens, soit de massivement dire aux élèves qui sont trop faibles de ne pas venir à l'examen ce jour-là pour qu'ils soient en statistique. Il y a toute une série d'effets pervers parce que là, le but dans la gestion par résultat, dans la nouvelle gestion publique, telle que proposée par les 3 autres partis et qui est au cœur du programme de Legault et qui est soutenu par la ministre de l'Éducation, c'est atteindre les statistiques. C'est faire passer les élèves pour le test et c'est pas se demander comment faire cheminer chaque élève le plus loin qu'ils peuvent. Alors, ça a toute une série d'effets pervers selon autant en sciences de l'éducation qu'en sciences de la gestion, ça n'a jamais fait les preuves que ça favorisait la réussite. Plus concrètement, pour ce qui est des partis politiques, on a le Parti québécois. Le Parti québécois qui en éducation, a été responsable des coupures massives du déficit zéro, qui a été responsable aussi de la mise en place de la réforme de l'éducation avec ses effets positifs et négatifs, et qui a mis la première couche de nouvelle gestion publique avec les plans de réussite et les contrats de performance. Dans le programme actuel du Parti québécois, on va parler par exemple, on ne parlera pas d'évaluation des enseignants, on va parler de baisse des ratios, d'augmentation des employés, d'amélioration du soutien des élèves. On va par contre, on propose dans le programme officiellement d'améliorer les services, mais on va maintenir les subventions privées aux écoles privées. On va maintenir le financement public aux écoles privées, mais on va demander aux écoles privées qui prennent en charge plus d'élèves en difficulté. Ça, c'est la position du PQ. Et on va proposer aussi l'allègement des structures scolaires avec plus d'autonomie dans les écoles, mais sachant d'où vient le PQ, c'est plus sur le modèle de nouvelle gestion publique que ça s'en est. Pour ce qui est du Parti libéral du Québec,
bon, c'est un parti qui a décrété les conventions collectives en 2005, qui a adopté la loi 88 avec tout ce que ça peut avoir comme donc la deuxième couche de la nouvelle gestion publique. Et pour eux, bon, ils ont maintenu le sous-financement que le PQ avait créé. Ils ont fait des nouvelles coupures pour maintenir le financement public des écoles privées, absolument. Au dernier congrès du Parti libéral qui a eu lieu en novembre 2011, donc c'était tout récent, la ministre de l'Éducation a proposé de couper la moitié du budget des commissions scolaires et d'évaluer les écoles à la performance des élèves à des tests standardisés. Donc ça, c'est la ministre actuelle de l'Éducation. C'est exactement ce que je vous parle depuis tantôt. Ça a été battu par le Congrès, qui a quand même adopté l'idée d'accorder davantage de contrôle aux directions d'école sur l'embauche des ressources et donc plus de contrôle aux directions. Pour ce qui est de la coalition pour l'avenir du Québec, bon, on a François Legault qui, déjà en octobre 2011, je tiens à mentionner, là, à chaque 2 mois, il change de position. Fait que là, ça zigzague. Ils ont une consultation et des positions, ils ont un programme et des positions, depuis ça a changé de position. Mais bon, donner quand même des petits bouts. En octobre, François Legault a affirmé qu'il aimerait abolir les cégeps. Il a notamment justifié sa position en affirmant que, comme le disent parfois certains parents, c'est une maudite belle place pour apprendre à fumer de la drogue et à décrocher. Alors, c'est sur cet argument que François Legault veut abolir les cégeps. Lors de sa tournée, bon, et là, le programme qui a été adopté en novembre dernier, c'était que l'éducation, c'était sa priorité absolue, et qu'au cœur de ça, c'était les enseignants de commission scolaire qu'il fallait viser. Il fallait les revaloriser en augmentant leur salaire de 20%, en reconnaissant leurs efforts et en les évaluant dans une évaluation qui pourrait aller jusqu'au congédiement. En même temps, l'augmentation de salaire qui est promise, elle serait en partie financée par des coupures dans le réseau de l'éducation. Entre autres par l'abolition des commissions scolaires. Mais ça, c'est une attaque au syndicat, là. Ça, c'est en fait le cœur du programme de François Legault et de la CAQ, c'est de déchirer la convention collective des enseignants de commission scolaire. C'est comme le cœur de son programme. Alors, ça a fait ça, ça a redescendu parce qu'on a vu que ça n'avait pas de bon sens et que c'était pas ça l'enjeu au Québec. S'il y avait des enjeux au Québec, c'était pas ça. Et même en éducation, si on veut améliorer le système d'éducation, on l'a présenté, mais il y a toute une série d'améliorations que Québec solidaire, entre autres, propose. C'est-à-dire, nous, à Québec solidaire, ce qu'on propose, c'est de baisser les ratios, le nombre d'élèves par classe, d'augmenter les employés, le nombre d'employés professionnels et de soutien, particulièrement pour améliorer le soutien aux élèves en difficulté. On est pour l'abolition progressive du financement public des écoles privées. Et là, j'ajouterai une chose. Il y a une étude qui a été faite. Oui, oui. Et là, j'ajouterai une chose, c'est qu'il y a une étude qui a été faite qui a montré que si on peut comparer le Québec à l'Ontario, l'abolition du financement public des écoles privées ferait sauver de l'argent au Québec. C'est-à-dire, on couperait l'équivalent de 400 millions de dollars de subventions. Ça engendrerait 325 millions de coûts parce que la moitié des élèves au privé rentrera au public. Puis l'autre moitié resterait au privé, comme ça se fait en Ontario, société comparable, et serait financé à 100% par le privé. Donc, au total, c'est une mesure qui nous fait sauver de l'argent. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour ça qu'on le fait, c'est pas juste pour sauver de l'argent. Mais il y en a qui ont comme l'impression que subventionner le privé, c'est sauver de l'argent parce qu'on subventionne les écoles où les parents payent puis ça fait rentrer de l'argent. Mais c'est pas vrai. Il y a la moitié de ces parents-là qui pourraient payer au total leur formation, leurs emplois qu'ils paieraient l'école privée. Et donc, au total, on sauverait de l'argent. Et là, cet élitisme-là, le débat qu'on a eu en congrès, c'est qu'on s'est rendu compte que pour Québec solidaire, quand on fait des comparaisons internationales, il y a très peu de pays où l'école privée est interdite. Donc, on n'interdit pas l'école privée. Mais c'est sûr que l'école privée va rester un lieu d'élitisme, mais ils vont se le payer. D'un bout à l'autre. Puis les programmes qui vont être là, ça va être des programmes nationaux. Du ministère, oui. Du ministère. Alors, c'est pas des programmes autres. Merci les filles.
Pour Québec solidaire, on veut aussi l'améliorer. Pour ce qui est des commissions scolaires, il y a tout un débat sur les commissions scolaires. Nous, ce qu'on veut, c'est une amélioration à court terme des commissions scolaires. Il y a un rôle démocratique qu'il faut bonifier. Il y a des aspects positifs qu'il faut maintenir. Il y a des aspects bureaucratiques qu'il faut éliminer. Entre autres, la question de gestion par résultat, parce que la gestion par résultat que je vous ai présenté tantôt, ça génère toute une bureaucratie, gestionnaire de conventions, de réussite, puis gestionnaire de chiffres, puis de statistiques. Ce qui est tout à fait antiproductif. Et enfin, on se retrouve avec, pour Québec solidaire, une vision des services publics et de l'école qui est basée sur une gestion participative impliquant l'ensemble du personnel dans la planification, l'organisation et l'évaluation des services et encourageant l'interdisciplinarité et l'autonomie optimale des équipes de travail. Donc, c'est une proposition que je vous fais, mais je pense que dans la vision qu'on devrait développer sur les enjeux au primaire et au secondaire, c'est d'opposer une vision de qualité pour tous à une vision d'une école à 3 vitesses. Il y a le privé, il y a le public sélectif et il y a la classe ordinaire dans leur modèle. Dans le modèle qui se développe présentement, nous, c'est une école publique de qualité pour tous et toutes qu'on souhaite. Deuxième opposition, ce serait une école qui permet le développement du plein potentiel des élèves et non une école qui est basée sur l'employabilité et le développement de compétences et de savoir-faire, donc seulement basé sur le développement. On pourrait opposer aussi une école qui soutient les enseignantes et enseignants et qui reconnaît leur expertise à une école qui tente de faire avancer à coups de bâton ou de carotte les employés du réseau public. On a au Québec des professionnels de haut niveau, enseignants, professionnels, employés de soutien dans les écoles. Il faut les soutenir pour qu'eux soutiennent les élèves. Il faut mettre au jeu les parents pour améliorer la qualité de l'éducation aussi. Et c'est en concertation, en collégialité qu'il faut travailler et non pas en ayant une direction toute puissante qui ne fait que mettre de la pression sur des objectifs chiffrés tels qu'il nous est présenté dans la vision des 3 autres parties. Alors, ça termine ma présentation.